Il y a des matins qui ressemblent à tous les autres. Des matins où le soleil se lève, où les gens vaquent à leurs occupations, où la ville s'éveille dans un brouhaha familier. Des matins où personne ne remarque rien d'exceptionnel. Et pourtant, certains de ces matins ordinaires cachent en leur sein quelque chose d'extraordinaire. Un événement, une rencontre, un instant qui va tout changer. Ce matin-là, c'était un jeudi. Un jeudi froid et lumineux de novembre, au cœur du 8e arrondissement de Paris, là où les immeubles haussmanniens côtoient les tours de verre, où les voitures de luxe glissent silencieusement sur les larges avenues, et où les gens marchent vite, la tête baissée, le regard rivé sur leur téléphone, comme si le monde autour d'eux n'existait pas vraiment. C'est dans ce décor que la petite Léa Morin apparut. Elle avait 9 ans. Ses joues étaient poussiéreuses. Ses cheveux, noués à la hâte en une queue de cheval inégale, tombaient en mèches folles de chaque côté de son visage. Son t-shirt gris était déchiré à l'épaule gauche. Son jean, trop court d'au moins de taille, laissait voir ses chevilles rouges de froid. Elle s'arrêta devant les grandes portes vitrées de la Banque Centrale Prestige. Et elle les fixa pendant un long moment. De l'autre côté, on apercevait les reflets du marbre blanc, les dorures des colonnes, les costumes impeccables des employés. Un autre monde. Un monde qui n'était pas le sien. Un monde qui ne lui avait jamais appartenu. Ses petites mains serrèrent la carte. Une vieille carte bancaire décolorée, glissée dans une pochette plastique transparente, elle-même enveloppée dans un morceau de tissu plié avec soin. La carte était abîmée, les chiffres gravés dessus étaient presque illisibles, les coins étaient arrondis par les années, la puce dorée était rayée. Mais Léa la serrait comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Parce que c'était la dernière chose que sa mère lui avait donnée. Et elle poussa les portes. Le hall de la banque l'engloutit d'un seul coup. La chaleur, d'abord une chaleur douce et enveloppante qui contrastait violemment avec le froid mordant du dehors. Puis le bruit, les conversations feutrées, le cliquetis des claviers, le bourdonnement sur des téléphones, les talons qui résonnaient sur le marbre. Et les odeurs, le café, le parfum cher, quelque chose de propre et de frais qui donnait à cet endroit une atmosphère d'une autre planète. Léa s'immobilisa sur le seuil. La lumière du matin entrait à flot par les hautes fenêtres ornées, projetant des rectangles dorés sur le sol poli. Des plantes vertes parfaitement taillées ornaient les angles. Des tableaux abstraits aux couleurs sourdes décoraient les murs. Derrière de longs comptoirs en bois sombre, des conseillers en costume travaillaient avec une efficacité silencieuse. Et partout, des gens bien habillés, bien coiffés, bien chaussés, qui allaient et venaient avec cette assurance tranquille de ceux qui sont à leur place. Léa, elle, n'était pas à sa place. Elle le savait. Et tout le monde s'en rendit compte en même temps. Les têtes se tournèrent. D'abord discrètement, un regard de côté, une légère pause dans un geste. Puis franchement, un conseiller s'arrêta de taper sur son clavier. Une femme releva les yeux de son dossier. Un homme au téléphone détourna brièvement le regard dans sa direction. Personne ne dit rien. Mais le silence s'épaissit légèrement. L'air sembla se charger. Certains regards exprimaient de l'inquiétude. D'autres, de la surprise. Et quelques-uns, Léa les reconnut, elle avait appris à les reconnaître, exprimaient autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de l'agacement. Comme si la simple présence de cette petite fille déplacée constituait une forme d'intrusion. Léa baissa les yeux sur ses chaussures pendant une fraction de seconde. Puis elle les releva. Et elle avança. Elle avait passé les 2 derniers jours à errer. C'était un mot trop doux, peut-être. Errer suggère une certaine liberté, une certaine légèreté. Ce que Léa avait vécu, c'était autre chose. C'était marcher parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Parce que s'arrêter, c'est penser. Et penser, c'est risquer de s'effondrer. Depuis la mort de sa mère, 3 semaines plus tôt, tout avait basculé avec une rapidité terrifiante. Marie Morin était décédée un soir d'octobre, dans un petit appartement du 20e arrondissement, d'une insuffisance cardiaque que personne n'avait vu venir, ou plutôt, que personne n'avait eu les moyens de traiter assez tôt. Elle avait 42 ans. Elle était seule. Et elle avait une fille de 9 ans qui dormait dans la pièce d'à côté quand son cœur s'était arrêté. Léa avait été placée en urgence dans une famille d'accueil provisoire, à l'autre bout de la ville. Une famille correcte, sans malice, mais débordée et froide d'une froideur involontaire qui blesse autant que la cruelle. Les démarches administratives s'étaient emmêlées pendant les jours qui suivirent. Les dossiers circulaient d'un service à l'autre. Et ce week-end-là, entre le vendredi soir et le lundi matin, personne n'avait encore officiellement signalé la disparition de Léa. Les délais administratifs, les boîtes mail non lues, le flottement habituel des fins de semaine dans les services sociaux débordés. 2 jours plus tôt, profitant de cette fenêtre, Léa avait pris ses affaires dans un sac plastique. Et elle était partie. Elle avait dormi sur un banc, sous un préau, dans un couloir de métro. Elle avait mangé un sandwich qu'un homme lui avait tendu sans un mot, une pomme ramassée à la sortie d'un marché. Elle avait froid. Elle avait faim. Et dans sa paume serrée, il y avait cette carte. Sa mère lui en avait parlé une seule fois, 2 semaines avant sa mort,
dans ce moment particulier où les gens gravement malades semblent sentir que le temps leur est compté et choisissent de dire l'essentiel. Léa, écoute-moi bien. Cette carte, tu la gardes. Quoi qu'il arrive. Tu ne la jettes pas, tu ne la donnes à personne, tu la gardes sur toi. Le moment venu, tu sauras quoi en faire. Léa avait demandé quel moment. Sa mère avait souri, ce sourire doux et épuisé des gens qui savent des choses qu'ils ne peuvent pas encore dire, et elle avait répondu. Tu le sauras. Fais-moi confiance. Ce matin-là, debout devant les portes de la banque avec le ventre vide et les pieds qui lui faisaient mal, Léa avait décidé que le moment était venu. Au centre du hall, régnait Raphaël Mercier. Il était difficile de ne pas le remarquer. Pas tant à cause de son physique, il était grand, élégant, la cinquantaine sportive, les tempes argentées, mais à cause de quelque chose qu'il dégageait. Une espèce d'assurance absolue. La certitude tranquille de quelqu'un qui sait que la pièce tourne autour de lui. Raphaël Mercier était l'un des financiers les plus influents de Paris. Son nom apparaissait régulièrement dans les magazines économiques, toujours associé à des chiffres à 7 ou 8 zéros. Il avait commencé de rien, fils d'un garagiste de banlieue, boursier à HEC, premier de sa promotion, et avait gravi les échelons avec une détermination qui frisait parfois l'implacable. Il était venu ce matin-là pour une réunion avec ses conseillers. Une réunion importante, comme toutes ces réunions l'étaient. Il était arrivé 20 minutes en avance, avait bu son café debout en parcourant ses dossiers, et s'entretenait maintenant avec ses collaborateurs d'un air satisfait. Son rire résonnait de temps en temps dans le hall, un rire profond, assuré, qui prenait toute la place. C'est ce rire qui s'interrompit quand il aperçut Léa. Il la regarda s'avancer vers le guichet avec une expression qu'il reconnaissait lui-même comme de l'amusement discret. Une petite fille déguenillée dans une banque du 8e. Situation absurde. Il supposa une seconde qu'il s'agissait peut-être d'une publicité, d'un tournage caché. Il chercha des caméras du regard. N'en vit pas. Il sourit légèrement et se retourna vers ses conseillers. Derrière le guichet, Camille Renard vit arriver Léa et sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Camille avait 35 ans, 2 enfants, et une capacité innée à sentir quand une personne était vraiment en difficulté, pas juste stressée ou pressée, mais profondément, viscéralement en difficulté. C'était un 6e sens qu'elle avait développé au fil des années, et il se déclenchait rarement pour rien. Là, il se déclencha immédiatement. Elle regarda la petite fille poser ses 2 mains à plat sur le comptoir, geste maladroit, trop grand pour elle et glisser sa carte plastifiée d'un geste hésitant. Camille regarda la carte. Regarda Léa. Et sourit de la façon dont on sourit quand on veut que quelqu'un sache qu'il est en sécurité. La voix de Léa était à peine audible. Je voudrais savoir combien il y a sur cette carte. S'il vous plaît. Camille prit la carte avec délicatesse, comme si elle comprenait instinctivement que c'était précieux. Elle l'examina. Saisit le numéro. Tapa sur son clavier. Et fronça légèrement les sourcils. La carte était ancienne, très ancienne. Liée à un compte qui ne figurait pas dans les archives récentes du système. Un compte dormant, classifié dans les archives profondes, auquel son terminal standard n'avait pas accès. Elle releva les yeux vers Léa. Je vais avoir besoin d'un terminal particulier pour accéder à ce compte, d'accord? Tu veux bien me suivre? Léa hocha la tête. Elle ne savait pas où on l'emmenait. Elle aurait suivi n'importe où. Elle voulait juste une réponse. Camille la guida à travers le hall, jusqu'au bureau de Raphaël Mercier. C'était lui qui disposait, dans cette agence, du terminal à accès élargi, celui qui permettait de consulter les comptes anciens, les fonds dormants, les archives financières profondes. Un privilège lié à son rang, à sa position. Raphaël les vit arriver et haussa un sourcil. Camille lui expliqua la situation en quelques mots, à voix basse. Raphaël regarda la petite fille. Regarda la carte. Et un léger sourire s'esquissa à nouveau au coin de ses lèvres, ce sourire d'un homme qui trouve la situation légèrement surréaliste mais accepte d'y participer par curiosité, peut-être par politesse. Il fit signe à Léa de s'avancer. Elle s'approcha du bureau, ce bureau en acajou massif, derrière lequel trônait un écran large au reflet bleuté, des stylos en or posés dans un support de cristal, un agenda en cuir épais ouvert sur la journée. Elle était tellement petite que le comptoir lui arrivait presque à la poitrine. Elle se mit sur la pointe des pieds, imperceptiblement. D'un geste désinvolte, presque théâtral dans sa nonchalance, Raphaël tendit la main. Léa lui donna la carte. Il la prit entre 2 doigts, l'examina une seconde, les chiffres effacés, la puce rayée, les coins arrondis, secoua imperceptiblement la tête, et l'inséra dans le lecteur. Ce qui se passa ensuite prit moins de 30 secondes. 30 secondes pendant lesquelles le monde, pour Raphaël Mercier, bascula silencieusement sur son axe. L'écran chargea. Les données apparurent. Et le sourire de Raphaël s'effaça. Pas progressivement. Pas en s'érodant doucement. D'un seul coup, comme si quelqu'un avait éteint une lumière à l'intérieur de lui. Il se pencha vers l'écran. Ses yeux parcoururent les chiffres une première fois, de gauche à droite,
avec la vitesse d'un homme habitué à lire des données financières complexes. Puis une deuxième fois, plus lentement. Puis une troisième. Ses sourcils se froncèrent. Une ride verticale apparut entre eux, cette ride qu'on ne voit sur le visage de Raphaël Mercier que lorsqu'il est confronté à quelque chose qu'il ne comprend pas tout de suite, et que ne pas comprendre tout de suite le dérange profondément. Il se racla la gorge. Son conseiller, qui se tenait à 2 pas, sentit le changement d'atmosphère et s'approcha discrètement. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Et blêmi. Camille, qui observait depuis le côté, retint son souffle. Le solde affiché n'était pas vide. Il n'était pas modeste. Il n'avait rien d'ordinaire. Le fonds fiduciaire créé des années plus tôt par Victor Aumont, alimenté par une part significative de son patrimoine immobilier et placé dans des investissements soigneusement sélectionnés, avait fructifié pendant toutes ces années en silence. Les intérêts composés s'étaient accumulés. Les placements avaient prospéré. Et le chiffre affiché sur cet écran, ce jeudi matin de novembre, représentait une somme que même Raphaël Mercier, habitué aux fortunes importantes, ne s'attendait pas à voir associée à une petite fille de 9 ans en t-shirt déchiré. 2 300 000 euros. À tact. Qui attendait. Voilà l'histoire que Léa ne connaissait pas. L'histoire qui s'était construite dans l'ombre, loin d'elle, tissée par des mains qu'elle n'avait jamais serrées, nourrie par une gratitude qu'elle n'avait jamais su inspirer consciemment. Sa mère, Marie Morin, avait travaillé pendant 7 ans dans un petit centre communautaire du 19e arrondissement. L'un de ces endroits qui n'ont pas de site internet, pas de panneaux lumineux, pas de subventions garanties, juste une salle polyvalente, des bénévoles épuisés et généreux, et une vocation simple, accueillir ceux que personne d'autre n'accueille. Marie y distribuait des repas le midi. Elle aidait les familles en difficulté à remplir leurs dossiers administratifs. Elle écoutait, beaucoup. Elle ne se plaignait jamais du manque de moyens, jamais de la fatigue, jamais des journées qui finissaient tard et recommençaient tôt. C'est là qu'elle avait rencontré Victor Aumont. Victor avait 78 ans quand il était entré pour la première fois dans ce centre communautaire, accompagné par une assistante sociale un peu débordée. Il était entrepreneur, l'avait été toute sa vie dans le secteur de l'immobilier commercial. Il avait construit une fortune confortable, perdu sa femme 20 ans plus tôt, élevé seul 2 fils qui vivaient désormais à l'étranger et ne lui téléphonaient qu'aux anniversaires. Il était venu au centre parce qu'il était seul. Parce qu'un médecin lui avait dit que sa maladie évoluait, et qu'il avait réalisé en rentrant chez lui ce soir-là que s'il mourait dans la nuit, personne ne s'en rendrait compte avant plusieurs jours. Marie l'avait pris en charge avec le naturel tranquille qui caractérisait tout ce qu'elle faisait. Elle lui avait servi son repas. Lui avait demandé comment il allait, vraiment demander, pas par politesse. Et elle avait écouté sa réponse. Pendant les 18 mois qui suivirent, Marie fut la seule personne au monde avec qui Victor Aumont eut l'impression de ne pas être invisible. Elle lui apportait parfois des livres. Elle l'appelait quand il manquait plusieurs jours d'affilée. Elle lui racontait Léa, ses dessins, ses questions d'enfant, ses rires, et Victor écoutait avec l'attention attendrie de quelqu'un à qui on offre quelque chose de rare. À cette époque, Léa n'avait qu'1 an et demi. Elle ne se souviendrait jamais de cette période. Elle ne saurait jamais que cet homme âgé et solitaire avait souri en entendant ses premières tentatives de mots, ses premiers pas décrits par sa mère avec cette fierté douce que seuls les parents connaissent. Victor voulait faire quelque chose pour elle. Marie refusait tout. Elle avait sa fierté tranquille, inébranlable, profondément ancrée. Alors Victor avait trouvé une autre façon. À l'insu de Marie, à l'insu de Léa, il avait contacté un cabinet d'avocats spécialisé dans la gestion patrimoniale et leur avait donné des instructions précises. Il avait créé un fonds fiduciaire au nom de Léa Morin, alimenté par une part significative de son patrimoine, avec des placements diversifiés programmés pour fructifier automatiquement pendant des décennies. Le cabinet avait reçu des instructions claires pour gérer le fonds après sa mort. Puis il avait fait préparer la carte. Une carte liée au fonds, transmise par le notaire à Marie dans une enveloppe anonyme, sans signature, avec une seule note manuscrite. Pour votre fille. Gardez-la. Elle en aura besoin un jour. Marie avait reçu cette enveloppe quelques semaines plus tard. Elle n'avait jamais su de qui elle venait. Elle avait interrogé le notaire, qui s'était retranché derrière le secret professionnel. Alors elle avait gardé la carte, comme on garde les choses qu'on ne comprend pas encore mais qu'on sent importantes. Et des années plus tard, sentant sa fin approcher, elle l'avait glissée dans les mains de Léa avec ces mots. Garde cette carte. Quoi qu'il arrive. Le moment venu, tu sauras quoi en faire. Victor était mort 6 mois après avoir transmis la carte, paisiblement, dans son appartement du 16e, entouré de livres et de quelques photographies. Ses fils étaient arrivés 2 jours plus tard pour régler la succession. Il ne saurait jamais que Léa avait trouvé la banque. Il ne saurait jamais que ce jeudi matin de novembre, des années après sa mort, une petite fille aux joues poussiéreuses avait poussé les portes d'une grande banque parisienne, et que tout ce qu'il avait patiemment bâti pour elle l'attendait là intact, multiplié, fidèle. Il ne saurait jamais. Mais il avait espéré. Et l'espoir, parfois, suffit.
Raphaël Mercier resta immobile pendant un long moment. Les yeux rivés sur l'écran. La mâchoire légèrement crispée. Ce silence particulier de quelqu'un qui recalibrait en temps réel tout ce qu'il croyait savoir d'une situation. Puis il releva lentement la tête. Et pour la première fois depuis très longtemps, depuis si longtemps qu'il aurait été en peine de dire exactement quand la dernière fois remontait, Raphaël Mercier se sentit petit. Pas humilié. Pas diminué. Petit, au sens juste du terme. Comme quand on se retrouve face à quelque chose qui dépasse vos certitudes, qui vous rappelle que le monde est infiniment plus grand et plus mystérieux que tous vos tableaux Excel et toutes vos prévisions de marché. La petite fille qui se tenait devant lui, cet enfant aux vêtements usés, aux yeux cernés, qui se dressait sur la pointe des pieds pour voir par-dessus le comptoir, était à la tête d'une fortune que certains de ses clients les plus aisés auraient enviée. Une fortune qu'elle n'avait jamais cherchée. Une fortune qu'elle ne savait même pas posséder. Une fortune que quelqu'un avait construite pour elle, en silence, par amour, dans l'ombre. Il se leva lentement de sa chaise. Et tout le monde dans le hall, ceux qui avaient regardé Léa entrer avec scepticisme, ceux qui s'étaient retournés sur elle avec cette gêne légère qu'on éprouve face à ceux qu'on ne sait pas comment classer, vit Raphaël Mercier, l'homme le plus assuré de la pièce, poser les yeux sur cette petite fille avec une expression qu'on ne lui connaissait pas. Du respect. Un respect silencieux, sincère, qu'elle n'avait pas cherché à obtenir. Qu'elle ne savait pas qu'elle avait mérité. Camille s'accroupit à côté de Léa. À hauteur d'enfant. Parce que c'était la seule façon de lui parler vraiment. Elle prit une grande inspiration. Et elle commença à expliquer, doucement, en choisissant chaque mot avec le soin qu'on apporte aux choses fragiles. Elle lui parla de Victor Aumont. De sa mère. De l'enveloppe anonyme reçue des années plus tôt. Du fonds fiduciaire. De ce que cela signifiait. De ce que ces chiffres, sur cet écran, représentaient concrètement pour elle, pour sa vie, pour son avenir. Léa l'écouta sans bouger. Son regard était fixe, absorbant les mots un par un, comme si son cerveau avait besoin d'un temps de traitement supplémentaire pour intégrer quelque chose d'aussi inattendu. Camille vit le moment précis où ça traversa, où les mots firent leur chemin depuis les oreilles jusqu'au cœur. Les lèvres de Léa s'entr'ouvrirent. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle n'éclata pas en sanglots. Elle ne cria pas. Elle ne dit rien pendant un long moment. Elle resta simplement là, immobile, avec sur le visage cette expression particulière. Celle qu'on a quand on vient de comprendre que le sol sous ses pieds est plus solide qu'on ne l'avait jamais cru possible. Que le vide qu'on pensait tenir sous soi depuis des semaines n'était pas un vide. Que quelqu'un avait été là, avant. Que quelqu'un avait pensé à elle. Que sa mère, d'une façon ou d'une autre, à travers un homme bon et une carte usée et des années de silence patient, lui avait dit. Tu ne seras pas seul. La première larme coula sur sa joue poussiéreuse. Puis une deuxième. Léa ne les essuya pas. Elle les laissa couler, les yeux toujours ouverts, comme si même pleurer lui semblait un luxe qu'elle n'avait pas encore tout à fait la permission de s'accorder. Dans le hall de la Banque Centrale Prestige, un silence s'était installé. Un silence différent de celui du début, non plus le silence froid de l'incompréhension et du jugement, mais quelque chose de plus doux, de plus lourd, de plus humain. Les employés qui avaient regardé Léa entrer avec des yeux sceptiques regardaient maintenant ailleurs, ou regardaient sans oser regarder. Certains avaient la gorge serrée sans très bien savoir pourquoi. Raphaël Mercier s'était éloigné un moment pour passer quelques coups de téléphone. Quand il revint, il avait fait appeler quelqu'un de la cafétéria interne. Il posa sur le bureau, devant Léa, un plateau avec un chocolat chaud, une assiette de viennoiserie, un verre d'eau. Des gestes simples, presque maladroits, les gestes de quelqu'un qui n'est pas habitué à exprimer les choses autrement que par les chiffres, et qui cherche soudain un autre langage. Il s'assit en face d'elle. Et il lui parla. Pas comme à une cliente. Pas comme à un dossier. Comme à une enfant qui avait traversé quelque chose de difficile et qui méritait qu'on lui explique clairement ce qui allait se passer maintenant. Il lui dit que ses meilleurs conseillers allaient s'occuper de tout. Que le fonds serait sécurisé, protégé, géré avec soin. Que des démarches seraient engagées immédiatement pour lui trouver un tuteur légal digne de confiance, quelqu'un qui veillerait sur elle, et sur cet argent, jusqu'à sa majorité. Qu'elle ne serait plus seule dans les méandres administratifs. Qu'elle allait avoir de l'aide. De la vraie aide. Léa l'écoutait en tenant sa tasse à deux mains. La chaleur du chocolat chaud traversait ses doigts. C'était une sensation simple. Presque banale. Mais pour une enfant qui avait passé 2 nuits à avoir froid, qui avait marché des kilomètres sur des trottoirs indifférents, qui s'était couché chaque soir sans savoir si le lendemain serait meilleur, cette chaleur dans les paumes, c'était quelque chose d'immense. Elle hocha la tête. Et elle serra la carte contre sa poitrine, de l'autre main. Il était presque 15 heures quand Léa poussa les portes de la Banque Centrale Prestige et sortit dans la lumière dorée de l'après-midi. Le soleil de novembre était bas dans le ciel, presque horizontal, teintant les façades d'une couleur chaude et cuivrée. L'air était froid, mais différent du froid du matin, moins hostile, ou peut-être simplement moins perçu comme tel. Léa s'arrêta sur le trottoir. Elle leva les yeux vers le ciel pendant un long moment.
Et un léger sourire naquit sur ses lèvres. Timide. Fragile. Comme une flamme qui vient juste de prendre et que le moindre souffle pourrait encore éteindre. Mais réel, le premier sourire vrai depuis la mort de sa mère. Le premier sourire depuis des semaines d'errance et de froid et de ce silence terrible qu'on appelle le deuil quand on est adulte, mais qui n'a pas de nom quand on a 9 ans. Elle comprit quelque chose, debout sur ce trottoir. Quelque chose qu'elle ne saurait peut-être pas formuler maintenant, pas avec les mots d'une enfant de 9 ans, mais qu'elle porterait en elle longtemps. Toute sa vie, peut-être. Le monde peut être cruel. Le monde peut être froid, indifférent, brutalement injuste. Il peut vous prendre les gens que vous aimez trop vite, sans prévenir, sans raison apparente. Il peut vous laisser seul avec rien d'autre qu'un sac plastique et quelques pièces de monnaie et une carte usée que votre mère vous a demandé de garder. Mais parfois, pas toujours, pas souvent, mais parfois nichés dans les recoins les plus inattendus du monde, se trouvent des cadeaux. Des cadeaux laissés par ceux qui nous ont aimés. Des cadeaux silencieux et patients, qui attendent des années dans l'ombre pour le moment où nous en aurons vraiment besoin. Des cadeaux qui nous disent, à travers le temps et la mort et toute la distance du monde. Je pensais à toi. Je n'ai pas oublié. Léa glissa la carte dans la poche de son jean. Et elle marcha. Pas en errant cette fois. Pas le regard baissé et les épaules rentrées. Elle marcha en regardant devant elle, dans la lumière dorée de ce jeudi de novembre, avec dans la poitrine quelque chose qu'elle avait cru perdu pour toujours depuis cette nuit d'octobre où elle avait trouvé sa mère immobile. De l'espoir. Sa vie n'était plus définie par la peur. Elle commençait seulement. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour la partager autour de vous, vous ne savez jamais qui en a besoin aujourd'hui. Et dites-moi en commentaire, que ressentiriez-vous si vous découvriez qu'un miracle vous attendait depuis des années, sans que vous le sachiez?